Il est presque minuit. La maison est trop silencieuse. Tout le monde dort. Mais vous êtes encore là, dans la lumière tamisée du salon, les yeux dans le vide. Parce que l'intérieur de votre tête n'a jamais semblé aussi encombré. Ce que vous allez dire demain en réunion. Cette phrase que vous avez dite à une amie la semaine dernière, est-ce qu'elle est vraiment sortie comme vous le vouliez? Une décision prise il y a des années, qui remonte à la surface sans prévenir. Une pensée arrive, puis son ombre, puis la voix de cette ombre. Et vous commencez la journée avec un chantier entier dans la tête. Tu réfléchis trop. Combien de fois l'avez-vous entendu? Combien de fois vous l'êtes-vous dit à vous-même, à mi-chemin entre la culpabilité et la fatigue? Mais cette histoire a une couche qu'on ne vous a jamais racontée. En grandissant en France, on nous a appris quelque chose de très précis. Trop montrer ses émotions, c'est une faiblesse. Trop réfléchir, c'est de l'indécision. Au lycée, Torsoin, l'élève le plus admiré n'était pas celui qui analysait pendant des heures. C'était celui qui gardait son calme, en apparence. À table en famille, quand vous remettiez en question un choix, une offre d'emploi, une relation, un déménagement, les aînés vous regardaient avec ce regard-là. La bouche serrée, un peu impatiente, un peu épuisée. Arrête de te torturer. Et ce message, avec les années, s'est mélangé à votre propre voix intérieure. Comme si un cerveau qui travaille trop était un cerveau en panne, anxieux, coupé du monde. Qu'est-ce que les gens vont penser? Vous croyez que cette question était tournée vers les autres, mais non. Elle s'était installée en vous, et c'est vous-même que vous jugiez désormais avec les mêmes mots. Ce jugement est faux. Faux à la racine. La psychologue Hélène Aron a passé le début des années 1990 à travailler avec des dizaines de milliers de personnes, et elle a nommé quelque chose de précis. La haute sensibilité, ou en termes scientifiques, la sensory processing sensitivity. Dit simplement, la capacité du cerveau à traiter les informations de manière bien plus profonde, bien plus nuancée que la moyenne. Ce n'est pas un trouble, c'est une caractéristique du cerveau, et selon les recherches d'Aron, elle concerne environ 20% de la population. Autrement dit, vous ne réfléchissez pas trop. Votre cerveau voit davantage. Il y a encore autre chose. La neuroscientifique Mary Helen Imordino-Young a montré que la capacité d'introspection profonde, cette façon de retourner une situation, une décision, une relation dans tous les sens, partage exactement les mêmes réseaux neuronaux que l'intelligence sociale, l'empathie et le raisonnement moral. Le cerveau ne dysfonctionne pas quand il fait ça. Il fonctionne à pleine capacité précisément comme il est censé le faire. Ce que vous pensiez être un défaut est en réalité une architecture mentale rare. Que se passe-t-il exactement dans ce cerveau? La densité des connexions entre le lobe frontal et l'amygdale, la zone qui traite les émotions, est très élevée. Ce que ça veut dire concrètement, quand une situation se produit, votre cerveau traite simultanément qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ça signifie. La plupart des gens font l'un ou l'autre. Vous faites les deux en même temps. C'est parfois épuisant, oui. Mais c'est aussi ce qui vous permet de percevoir un danger, une incohérence, quelque chose qui cloche, bien avant que les autres ne le remarquent. Cette structure s'installe souvent très tôt. Pensez à Camille, 8 ans, qui se retirait silencieusement dans sa chambre quand la tension montait chez elle, qui entendait tout, mais ne disait rien. Lire la pièce, saisir le ton, comprendre ce que quelqu'un ressentait vraiment, c'est devenu une forme de survie. Puis Camille a grandi, le contexte a changé. Mais le cerveau n'a pas lâché cette compétence. Parce que le cerveau est fidèle, une fois qu'on lui a appris ce dont on avait besoin, il continue à le faire. Et il y a une tension particulière dans la culture française avec tout ça. Dans le métro, dans la queue de la boulangerie, en réunion au bureau, soit efficace, soit rapide, tranche. Antoine a accepté l'offre d'emploi en 3 jours et tout le monde l'a félicité. Mathieu a réfléchi 2 semaines et tout le monde a levé les yeux au ciel. Mais en 2 semaines, Mathieu a vu ce qu'Antoine ne verrait pas en 3 ans. La rapidité et la profondeur n'ont jamais été la même chose. Notre culture ne nous l'a tout simplement jamais appris. Pensez au grand sommelier de France. Celui qui évalue une bouteille de Bourgogne ou de Bordeaux, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas pressé. Il regarde le verre, la couleur, la densité. Il tourne, il sent. Il prend une gorgée et il attend. Il observe ce qui se passe sur la langue, sur le palais, dans ce qui suit. Et parfois, quand il pressent que c'est une grande année, il ne dit rien. Il attend juste un moment de plus, parce qu'un grand vin ne se livre pas dans la précipitation. Qui dirait de lui qu'il réfléchit trop? Vous fonctionnez exactement de cette façon. Vous évaluez une personne, une décision, une situation, non pas à son étiquette, mais à son contenu réel. La surface ne vous suffit pas parce que vous sentez déjà ce qu'il y a en dessous.
Et tout comme un grand vin s'ouvre avec le temps, votre analyse se précise avec le temps. Vous ne tranchez pas dès la première gorgée, parce que vous savez que le vrai goût vient un peu après. Ce n'est pas un défaut. C'est un palais affûté, sensible, rare et précieux. Alors comment vit-on avec cette façon d'être, sans l'étouffer, mais sans s'y noyer non plus? La première chose, c'est de donner une structure à ce processus, plutôt que de lui déclarer la guerre. Je réfléchis trop est une phrase qui vous accuse. Remplacez-la par celle-ci. Je n'ai pas encore atteint la clarté dont j'ai besoin. La différence semble légère. Elle ne l'est pas. Lucie se donne un cadre précis avant chaque grande décision. Elle prend des notes, elle dort dessus, elle revient voir. Ce n'est pas du chaos, c'est une structure. Et dans cette structure, elle laisse son cerveau travailler à pleine capacité. La deuxième chose, Don Tolle, c'est de trouver quelqu'un qui peut porter cette réflexion avec vous. Ce cerveau, quand il est seul, tourne parfois sur lui-même. Il repasse le même couloir en boucle. Mais vous l'avez sûrement remarqué. Quand vous prenez un café avec Hugo et que vous lui expliquez ce que vous avez en tête, quelque chose se clarifie. Parce que le langage extériorise la pensée. Et une fois dehors, vous la voyez beaucoup plus nettement. Un thérapeute, un ami de confiance, quelqu'un qui écoute vraiment, c'est le miroir dont ce cerveau a besoin. Une question pendant que vous y êtes. Dans votre vie, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez été critiqué pour avoir trop réfléchi? Et avec le recul, qui avait raison? Écrivez-le en commentaire. La troisième chose est peut-être la plus contre-intuitive, autoriser le vide. En France, ne rien faire ressemble presque à une faute. Mais pour un cerveau comme le vôtre, le temps libre est souvent le plus productif. Les neuroscientifiques appellent ça le réseau en mode par défaut, cet état où le cerveau semble inactif, mais où il construit en réalité des connexions profondes, assemble les pièces. La demi-heure que vous passez seul à marcher au parc des Buttes-Chaumont a peut-être traité davantage que 2 heures devant un écran. Accordez-vous ça. Planifiez-le même. Vous n'êtes pas quelqu'un qui réfléchit trop. Vous êtes quelqu'un qui s'arrête là où la plupart des gens passent en courant. Quelqu'un qui se demande ce qu'il y a sous la surface. Quelqu'un qui perçoit un ton faux, un moment brisé, une douleur invisible, avant même que les autres ne la voient sentent. C'est lourd parfois. Oui, mais c'est aussi ce qui explique pourquoi, dans les moments où les gens ont vraiment besoin de quelqu'un, c'est vous qu'ils cherchent. Un grand vin ne se boit pas à la va-vite, et vous ne vous laissez pas comprendre à la va-vite non plus. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que vous portiez sans pouvoir le nommer, abonnez-vous. C'est exactement ce qu'on fait ici, chaque semaine. Et dites-moi en commentaire, dans votre vie, quelqu'un vous a-t-il reproché de trop réfléchir? Et des années plus tard, qui avait raison? Cette personne ou vous?